Europe 1 Soir, 19h, 21h, Stéphanie Demuru. 4 heures de réunion au total. Des pourparlers russo-américains ont été organisés aujourd'hui en Arabie Saoudite, les premiers à ce niveau depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Sans les Européens, sans Volodymyr Zelensky qui demande des pourparlers équitables. On va en parler dans quelques instants avec nos chroniqueurs de la première heure. Jules Torres, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Vincent Roy également, bonsoir Vincent. Bonsoir Stéphanie. On est aussi avec Pierre Lelouch, l'ancien secrétaire d'État aux Affaires étrangères, auteur du livre Engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde aux éditions Odile Jacob. Bonsoir Pierre Lelouch. Bonsoir à vous madame. Alors avant de vous poser la première question, je vais vous faire écouter ce qu'ont dit Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, et le secrétaire d'État américain Marco Rubio à l'issue de cette réunion de 4 heures. Pour éviter que l'établissement des relations entre la Russie et les États-Unis ne soit torpillé, il est nécessaire de les rétablir. Ce que nous avons fait aujourd'hui est franchement non sans succès. La conversation a été, je pense, très utile. Nous ne nous sommes pas contentés d'écouter, nous nous sommes entendus. Et j'ai des raisons de croire que la partie américaine a mieux compris notre position. Je pense qu'en fin de compte, la diplomatie est basée sur des actions. Elle est basée sur des engagements qui sont tenus. Je suis reparti aujourd'hui convaincu que la Russie est prête à s'engager dans un processus sérieux visant à déterminer comment, avec quelle rapidité et par quel mécanisme il est possible de mettre un terme à cette guerre. La possibilité de parvenir à ce résultat dépendra évidemment de la volonté de chaque partie d'accepter certaines choses. Pierre Lelouch, j'ai des raisons de penser que les Américains ont commencé à mieux comprendre nos positions. Ça sonne comme un véritable camouflet à l'endroit des Européens. Ça sonne comme un accord sur le dos des Européens et des Ukrainiens, bien sûr. Quand Lavrov dit qu'il a eu le sentiment d'avoir été non seulement écouté mais entendu, ça veut dire que les relations américano-russes vont repartir sur une toute autre base que celle sous Biden. L'homme d'affaires qui contrôle le fonds de pension russe et que Poutine a envoyé à Riyad, qui est un très proche, a dit que les relations des Américains allaient pouvoir gagner 300 milliards d'euros en Russie, et que donc les relations allaient pouvoir redémarrer, les compagnies pétrolières américaines sont les bienvenues, donc voilà, on est reparti pour un tour. Et les Européens qui avaient suivi aveuglément Biden dans cette guerre par procuration contre la Russie doivent se mordre les doigts, parce que nous, on a perdu des dizaines de milliards d'euros en Russie, on a fermé nos entreprises, on a renoncé au gaz russe pour acheter du gaz américain qui soit plus cher. Bref, on est légèrement les dindons, oui, pour être poli, j'allais dire les cocus de l'opération. C'est ça qui se passe aujourd'hui, et de façon très spectaculaire, parce que je rappelle qu'on n'est même pas à un mois de l'investiture de Trump, le 20 janvier dernier, on n'est pas un février, que Trump a parlé à Poutine le 12 février. Donc en 6 jours, on a eu droit à la réconciliation américano-russe, au camouflet du vice-président américain qui a donné une leçon de démocratie aux Européens pendant le week-end, et à l'arrivée des 2 délégations à Riyad dès lundi pour un accord dès mardi. Voilà. Oui, manifestement donc, avec une levée des sanctions à la clé, si on lit entre les lignes. Bien sûr, levée des sanctions, redémarrage des relations économiques. Bref, le pire des scénarios, qui est d'ailleurs dans mon livre, j'avais absolument prévu tout ça. Les Européens, les dirigeants européens que j'appelle dans le livre les somnambules, payent au prix fort aujourd'hui leurs erreurs successives. La première, ça a été de considérer que les Américains seraient là pour toujours, alors que depuis 20 ans, depuis Obama, les Européens partent d'Europe un peu sur la pointe des pieds, mais peu à peu ils glissent ils pivotent vers l'Asie, qui est leur problème principal. Ils s'en sont pas cachés, mais nous on n'a pas voulu croire ça. Ils payent aussi le fait d'avoir suivi aveuglément Biden à partir du mois d'avril 2022 dans ce conflit avec la Russie, guerre par procuration, dans laquelle on a mis plus de 150 milliards d'euros, en fermant encore une fois tous nos investissements en Russie. Tout ça en ignorant aussi
Autre erreur que, à partir du mois de juin 2023, après l'échec de l'offensive ukrainienne, qu'il était devenu impossible pour les Ukrainiens de regagner militairement leur territoire, qu'il fallait à un moment ou à un autre négocier. À aucun moment, cette option n'a été retenue. Et au final, on se retrouve avec la pire des situations possibles, à savoir que l'Ukraine, qui était convaincue qu'elle allait rentrer dans l'OTAN, ne rentre pas dans l'OTAN. Ni Biden ni Trump ne veulent de l'Ukraine dans l'OTAN. Éventuellement dans l'Union européenne. Hein, Voilà, l'Union européenne, ça s'était acté par les Russes dès le mois d'avril 2022, puisqu'il y avait eu des négociations qui n'ont pas porté leurs fruits parce qu'on s'en est pas occupé à l'époque. Voilà. Donc les Russes vont laisser effectivement, et les Américains aussi, vont laisser les Européens s'occuper de la reconstruction de ce malheureux pays. Il y en a pour au minimum 700 milliards d'euros qu'on n'a pas. Il va falloir gérer la question de la sécurité de ce pays. Les Américains ont prévenu qu'ils ne s'en occuperaient pas et que si les Européens veulent intervenir en Ukraine, ce sera sans eux. Pierre Lelouch, article 5. Vincent Roy veut vous poser une question. Oui, bonsoir Pierre Lelouch. Bonsoir à vous. Il y a quelque chose que je comprends pas bien, puisque vous venez de l'expliquer très bien. Et évidemment, il y a ce qui s'est passé avec une possibilité de dialogue, voire même le début d'un accord entre les Américains et les Russes. Et puis à Paris, une grande réunion sur la sécurité organisée par Emmanuel Macron, où là, je les trouve tous relativement va-t-en-guerre. On nous parle d'un 16e train de sanctions contre la Russie. Les Anglais disent vouloir envoyer des hommes en Ukraine. Enfin, c'est deux discours finalement extrêmement contradictoires. Deux salles, deux ambiances, oui. La réunion de l'Élysée, c'était une réunion de panique après ce week-end épouvantable où Vance a dit ce qu'il a dit et Trump a dit ce qu'il a dit et le ministre de la Défense américain aussi. Donc réunion de panique pour essayer de savoir comment on fait. Comment on fait pour d'abord obtenir ne serait-ce qu'un strapontin à la table des négociations, parce que la paix en Ukraine, c'est aussi la sécurité de toute l'Europe. Donc, imaginez... Vont-ils avoir le choix quand même d'inclure les Européens? D'ailleurs, Marc Rubio a tendu une vague main, une demi-main, je dirais, aujourd'hui, mais ils n'ont pas le choix, non, quand même. Non, je crains que, comme ils disent, on soit consultés. Mais dans la négociation avec les Russes, ce sera une négociation bilatérale. D'ailleurs, les Russes ont tout à fait l'intention de faire plus que l'Ukraine. Ce qu'ils cherchent, c'est un nouvel ordre de sécurité en Europe, où les Américains retirent un certain nombre d'armes et de forces antimissiles qui sont près des frontières russes. Ça doit être repoussé. C'est une exigence russe depuis des années et des années. Et il semble que les Américains entendent ça maintenant d'une oreille complaisante. Donc, on redéfinit la sécurité en Europe, on règle la question ukrainienne sur la base de la ligne de force qui est aujourd'hui acquise sur le terrain, et puis on reprend les relations économiques. Ça, c'est la négociation américano-russe. Alors évidemment, les Européens sont vent debout et essayent de trouver le moyen de s'imposer à la table de négociation, mais ça va être très difficile parce que ils ne pèsent pas. Militairement, ça fait 30 ans qu'on désarme en Europe, et on ne pèse pas militairement sur la solution. Pierre Lelouch, je vous propose de rester, si vous avez encore un tout petit peu de temps, je vous propose de rester avec nous juste après la pub et le journal permanent de Maël Hassani. À tout de suite. Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demuru. On est toujours avec mes débatteurs de la première heure, Jules Torres et Vincent Roy, toujours aussi avec Pierre Lelouch, l'ancien secrétaire d'État aux Affaires étrangères, auteur du livre Engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde. Le basculement, justement, c'est peut-être en ce moment avec ces pourparlers russo-américains. Je voudrais, avant de vous faire réagir, vous faire écouter Thierry Breton ce matin sur Europe 1, CNews. Il nous parle de l'Europe, un petit peu prise de court dans cette affaire. Pour l'instant, il s'agit de discussions préliminaires, comme on dit. Mais oui, bien sûr, les Européens sont pris de vitesse, et je le déplore. Parce que depuis quand même, maintenant, des mois, on a entendu ce que disait Donald Trump. Il le dit sans cesse, il veut être celui qui va régler ce conflit. Alors pourquoi cette sidération européenne ? Eh bien voilà, c'est une très bonne question. Il ne devrait pas y avoir de sidération européenne. Mieux vaut tard que jamais. Je trouve que la réunion d'hier était appropriée, elle était opportune. Et voyez-vous, il vaut mieux discuter sous les écrans radars, si je puis me permettre. Parce que à partir du moment où il y aurait un cessez-le-feu, il s'agit de définir évidemment quelles seraient les garanties de sécurité. Et celle-là, on sait que l'Europe devra y être impliquée parce que c'est notre continent, mais il vaut mieux pas le mettre sur la place publique.
Jules Torres, on sent que Thierry Breton n'est pas vraiment très à l'aise. Hein. Non, mais parce qu'il appelle, lui, depuis de nombreuses années, à un sursaut européen, mais un sursaut qui ne vient pas. Et vraiment, la question que je voulais poser, moi, à Pierre Lelouch, je ne sais pas s'il est encore là, c'est justement ce sursaut que les Européens appellent de leur vœu, que ce soit Thierry Breton, que ce soit Jean-Noël Barrot, que ce soit Olaf Scholz et que ce soit Emmanuel Macron. Est-ce que non seulement, est-ce que c'est souhaitable, au vu du consentement des populations qui aiment quand même leur armée, une armée nationale, et deuxièmement, est-ce que s'il y avait une défense européenne, est-ce que ce serait aux dépens ou justement à la faveur de la France, étant donné qu'on sait que l'industrie de défense française est le seul en Europe qui est autonome, indépendant et souverain? Pierre Lelouch. Bien, il y a beaucoup de questions dans votre question, mais la première chose que je voudrais dire, c'est que M. Breton fait partie du problème. Il est un de ceux qui n'ont cessé de raconter au petit peuple que l'Europe s'occupait de tout, que lui allait faire des régulations contre Elon Musk, que lui allait trouver 1 million d'obus 155 qu'on n'a jamais fabriqué. Enfin bref, il fait partie de toute cette équipe européenne qui a amené la situation où nous sommes, c'est-à-dire beaucoup de palabres, beaucoup d'incantations. On va réarmer, on va faire l'Europe de la défense, on va faire une Europe souveraine, on va faire une autonomie stratégique. Tout ça, c'était des mots, et derrière, rien. C'est ça le sujet, c'est que nous payons 30 années de désarmement budgétaire en Europe, y compris en France. Nous payons une situation où les Américains continuent à dépenser 70% de la totalité des dépenses de l'OTAN. Bref, nous payons le prix d'une servitude consentie depuis des années, Pierre Lelouch, tout masqué derrière l'ambition européenne. Avant de vous laisser filer, ma dernière question, vous qui avez vu quand même les choses de manière assez juste jusqu'à présent, comment on s'en sort maintenant? Que peut-il se passer? Comment vous voyez les choses? Eh bien, la priorité, c'est d'éviter de croire la pire des erreurs, serait de croire que la solution est à Bruxelles. La solution, elle est d'abord chez nous, dans la capacité de notre pays de se ressaisir, de consentir l'effort nécessaire pour redevenir une puissance qui pèse sur les affaires de l'Europe. Il faut souhaiter que d'autres pays, les plus importants, fassent la même chose, et alors nous pouvons espérer repeser sur les affaires de notre continent. Mais espérer que c'est par des laïus et des promesses vides qu'on va s'en sortir, ce serait la pire des choses. Ma crainte, si vous voulez, c'est que les dirigeants européens n'aient pas compris ce à quoi ils nous ont amenés et continuent à faire comme d'habitude, c'est-à-dire rien. C'est ça ma crainte. Et si c'est ça qui se passe, alors nous verrons un basculement de l'Europe dans tout à fait autre chose, c'est-à-dire que nous allons devenir un protectorat américain d'un côté, avec une menace russe de l'autre. Nous vivons un moment de bascule dans l'histoire de l'Europe, qui est le produit, je vous dis, de 3 décennies de légèreté, plus des erreurs accumulées pendant cette guerre d'Ukraine, dont je persiste à dire qu'elle aurait pu être évitée, qu'elle aurait pu être stoppée, au lieu d'aboutir à cette situation épouvantable où 1 million de personnes, 1 million de tués et blessés des deux côtés et un pays complètement ravagé. Merci Pierre Lelouch. Je rappelle le nom de votre livre, Engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde, aux éditions Odile Jacob.